Bonjour professeur Tajeddine, vous êtes président de l'association de la PCS, médecin à l'hôpital pédiatrique Canastrel en tant que chef du service épidémiologique et médecine préventive et vous êtes également directeur de laboratoire d'enseignement et de recherche en maladies émergentes et réémergentes, l'ERMER, de la faculté de médecine d'Oran. La PCS a mené à partir de 2017 le premier projet en faveur des usagers de drogues injectables. Pourquoi la PCS a-t-elle mis en œuvre ce projet? D'abord, merci pour cette interview, cet entretien. Et avant d'arriver à 2017, il me paraît important de faire une rétrospective. D'abord, nous avons très vite compris que l'épidémie du VIH-Sida en Algérie, comme dans d'autres régions de la région MENA, elle n'est pas généralisée. Et donc, c'est une prévalence faible dans la population générale, environ 0,1%. Par contre, c'est une épidémie concentrée chez des populations bien définies, bien ciblées. Et il se trouve ici comme ailleurs que ces populations sont marginalisées, sont exclues pratiquement et surtout il y a un arsenal juridique punitif et répressif vis-à-vis de cette vulnérabilité. Il s'agit notamment des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, des travailleurs de sexe et les usagers de drogue par voie intraveineuse. Peut-être ajouter aussi qu'au départ également, il fallait à tout prix éradiquer la transmission de la mère à l'enfant. Et donc, c'est avec ça qu'on a commencé avec le CPA, avec l'éradication, avec un projet qui touchait un petit peu ce volet-là. Et il fallait à tout prix ouvrir à la fois le débat, mais aussi la communication et la sensibilisation sur les populations vulnérables, sur les populations clés que je viens d'énumérer. Et donc, tout notre cheminement était de se dire que les jeunes en Algérie ou les personnes ou les communautés en Algérie ne sont pas différentes du reste du monde et qu'il fallait à tout prix qu'on puisse à la fois travailler pas pour ces personnes, mais avec ces personnes, avec ces communautés, pour qu'elles se prennent en charge, pour qu'elles diminuent les risques de contamination par les IST, VIH, SIDA, de façon générale. Ça nous a amené à, déjà en 2000, dans le deuxième FAP, de faire une étude qui a montré une étude auprès justement des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et voir quelle est la problématique du VIH chez eux. Et ça nous a permis de montrer que cette prévalence, elle était forte. Elle était importante chez cette communauté et elle était importante et il y avait une disparité régionale aussi très importante du fait que le Sud, il y avait plus une prévalence VIH beaucoup plus importante qu'en Nord. Donc voilà, il y a des disparités à la fois en matière de prévalence par rapport à l'orientation sexuelle, mais également par rapport à la territoriale et lié au sexe aussi. Et enfin, ce projet, et nous avions toujours en arrière-pensée d'aller vers les usagers de drogue, qui sont en fait les populations les plus marginalisées et dont l'arsenal juridique a été et toujours d'ailleurs punitif et répressif, et qu'on connaissait très peu la situation chez ces populations. En avril 2016, nous avons, face à des partenaires, dont d'ailleurs le PCPA, c'est un diagnostic communautaire participatif qui a réuni un ensemble d'intervenants à la fois surtout associatifs mais également institutionnels et qui a permis d'avoir une prise d'ensemble, un état des lieux, de dresser un état des lieux et on voyait bien que ces populations sont totalement ignorées et totalement négligées. Nous avons relevé également une grande souffrance chez eux, chez ces usagers de drogue, leurs familles et les soignants d'une façon générale, qui n'avaient pas de possibilité ou n'avaient pas des outils de prise en charge ou de prévention. Et donc, ce projet a été un déclic puisqu'il nous a permis à la fois d'avoir une cartographie pour ce qui est de l'usage de drogue intraveineuse en Algérie. Il était surtout sur Alger, le grand Alger, Alger, centre, Lida,
type ASA, Boumerdes, en gros. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous avons centré notre travail, qui a été précédé, comme je viens de le dire, par une sensibilisation pratiquement de corps à corps avec les autres intervenants, les autres associations qui s'en occupent, mais également avec le ministère de la Santé, qui, on voyait bien qu'il était conscient du problème, mais il n'avait aucune stratégie élaborée. Nous étions parmi les pays voisins, le pays où, par exemple, pour l'échange, la réduction des risques, donc l'échange des seringues, la Tunisie était beaucoup plus avancée que nous. Et donc, nous avons mis en place un programme de réduction de risques grâce à ce projet à Alger, où il y a une disponibilité des seringues jetables, un programme d'échange de seringues. À côté de ça, il fallait également voir dans quelle mesure on met en place, on construit un plaidoyer à la fois national et international pour avancer dans le processus, parce que c'est un processus graduel, mais qui doit être mis en œuvre selon un pack complet. Et donc, il y a eu un atelier en septembre 2016 qui nous a permis de mettre autour de la table un ensemble d'intervenants associatifs et institutionnels, et donc de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie, de la Tunisie, avec des collègues français, et nous avons pu se sortir avec des recommandations extrêmement intéressantes, l'amélioration, le renforcement et la diversification du programme de réduction de risque, un plaidoyer pour une politique de drogue fondée sur une approche de santé publique respectueuse des droits de ces populations usagères de drogue. Ça, c'était fondamental, parce que si on continue dans le tout répressif, il est clair qu'on ne pouvait pas avancer. Ça n'a jamais été une approche santé publique. La réduction spécifique des risques spécifiques à la femme et aux jeunes, parce que là aussi, on a vu qu'il y a une émergence de la consommation de drogue chez les femmes, et surtout de façon générale chez les jeunes de tout milieu, de toute classe sociale. Et enfin, de produire un document qui synthétise les travaux et qui regroupe ces recommandations. Et parmi c'était aussi aller vers une étude forte, une étude qui doit être un outil de plaidoyer auprès de nos institutions. Et c'est ce que nous avons fait avec le JOSFOR, en mettant une étude de ce type-là devrait coûter des milliards pratiquement, mais en prenant en charge dans le cadre associatif, ça a permis, après une formation et des renforcements des personnels et d'intégration des usagers de drogue en tant que, par voie intraveineuse, en tant que informateur clé et en tant qu'enquêteur, de minimiser le coût et d'avoir des informations de première main qui sont fiables, qui sont valides. Et nous avons fait appel à un laboratoire d'enseignement et de recherche maladies émergentes et réémergentes que nous dirigeons par ailleurs. Et donc, ce trépied a permis d'assurer à la fois la pertinence, l'efficacité et également le résultat extrêmement intéressant. Donc, cette étude a été validée par le ministère de la Santé et nous a permis très vite, en 2021, donc début janvier, d'aller vers un autre outil important de la santé publique et particulièrement de la santé mentale, c'est la méthadone. Justement, la méthadone apparaît aujourd'hui comme un substitut intéressant à la drogue. Il aide les usagers de drogue dans le sevrage et il prévient les récidives. Quel est le rôle de votre association dans cet accompagnement? La méthadone, qui est le traitement de substitution qui permet à des usagers de drogue
qui veulent s'en sortir. Et honnêtement, maintenant, nous avons une grande expérience sur ce point-là. Et 90% des usagers de drogue veulent veulent aller vers le sevrage. Et donc, nous avons aujourd'hui, à travers le ministère de la Santé, déjà un centre qui est fonctionnel au niveau de l'hôpital de Blida, transparent autour du professeur Bourbon, qui est un intervenant extrêmement intéressant. Dès le départ, nous les avons identifiés comme tels. Et donc, il assure cette méthadone, ce traitement pour les personnes. Et il y a une liste d'attente déjà conséquente pour 2022. Donc, on voit bien que le processus se met en place de façon... même s'il a pris des retards par rapport à d'autres, nous sommes maintenant beaucoup plus à l'avance. Et déjà, on va ouvrir un deuxième centre de méthadone à Tipaza, à Chiraga, très bientôt, peut-être premier trimestre 2022. Et donc tout ça grâce justement à tout ce travail qui a été fait avec Joshor, l'occasion de le rappeler et de le souligner avec beaucoup d'attention. Quelle est l'importance du dialogue et quelle est la prochaine étape du travail avec les usagers de drogue sur le terrain? Le point qui me paraît important, c'est que lorsqu'il y a dialogue, on l'a fait, et vous avez bien vu le déroulement depuis le DCP en 2015, l'atelier le rôle qui montrait le rôle important des associations en 2016 dans la réduction des risques, et puis après tout le travail de plaidoyer qui est construit auprès des institutions, et en élargissant au maximum les intervenants et en impliquant à la fois les soignants et aussi les populations cibles elles-mêmes et leurs familles, nous avons aujourd'hui des résultats intéressants. La prochaine étape qui me paraît fondamentale aujourd'hui et que j'aimerais que ceux qui vont lire ou bien écouter notre entretien, dans quelle mesure ils peuvent faciliter ou faire avancer le processus, c'est qu'on puisse mettre en place un centre d'accueil bas seuil pour les personnes usagères de drogue de façon générale, mais surtout pour les personnes usagères de drogue par voie intraveineuse. Et là, je parle surtout d'une structure sécurisée où les personnes, parce que le grand souci des personnes usagères de drogue, c'est que dès le matin au réveil, leur seule phobie, leur seul point, leur seule fixation, c'est d'aller de comment trouver la drogue. Donc si on arrive à attirer leur attention, à les prendre en charge à partir de leur réveil, qui souvent est un peu retardé vers 9h, 10h du matin, et de les garder, de pouvoir les intéresser toute la journée, à la fin, à 19h, quand elles partent avec d'autres idées, d'autres paramètres, d'autres éléments de réflexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une structure où on ramène des personnes qui le désirent, parce qu'il n'est pas nécessaire si les gens ne sont pas, et en les sensibilisant pour venir, il aura un cadre d'accueil pour venir se connecter, regarder la télé, prendre une douche, manger un sandwich, jouer au ping-pong, je ne sais pas quoi, lire, etc., les garder jusqu'à 19h pour qu'ils, en collaboration avec leurs parents. Quelle est l'actualité de votre association en ce moment, professeur Tajeddine? En ce moment, c'est ce que je viens de dire, c'est de mettre en place un centre d'accueil des personnes usagères de drogue à Alger. Et les négociations avec le ministère de la Santé sont très positives, puisque le principe est retenu par la Direction générale de la prévention, et nous sommes en train de voir quelle est la structure la plus adaptée, soit celle de Chiraga, soit une autre, et comment c'est l'association qui va piloter
avec les autres partenaires, en particulier les soignants, piloter ce centre d'accueil. Il s'agit pour l'association, la PTS, de trouver les fonds nécessaires justement. On a quelques pistes pour à la fois assurer tout ce que je viens de dire en matière donc de connexion, de jeux, etc., de douche, tous les travaux nécessaires. Et de l'autre côté, le ministère de la Santé ramène, lui, les ressources humaines que nous allons nous former et renforcer. Et vous voyez bien que nous sommes dans cette dimension où la société civile n'est pas là pour se substituer aux missions de l'institution du ministère de la Santé, par exemple, dans ce cas-là, mais beaucoup plus pour que nous le renforçons par notre expertise, parce qu'aujourd'hui, elle est avérée et elle est validée aussi bien nationale qu'international. Donc, et contrairement à d'autres pays où le système de santé, pratiquement, il est absent, où tout le poids, c'est l'association ou la société civile, et une fois que il n'y a pas une pérennisation, si tu veux, des fonds, et une fois que le bailleur est parti, alors tout s'écroule. En Algérie, les institutions sont là, elles sont fortes, elles sont malheureusement très peu optimisées, mutualisées, renforcées, et donc la société civile, pour le cas qui nous concerne par exemple, nous sommes là justement pour que ces enjeux majeurs, que ces acquis ne soient pas perdus une fois puisque on travaille sur la durabilité et la pérennité de ces programmes. L'usage de drogue par voie intraveineuse, il existera toujours. Ce qu'il s'agit, c'est qu'on réduit les risques à la fois du VIH, mais également de l'hépatite C. Et à ce titre, nous sommes aussi dans un travail avec un laboratoire qui est sur Alger pour voir le dépistage et le traitement de l'hépatite C en tant qu'association. On nous donne un pack qui est innovant, qui répond à des besoins de terrain et une recherche d'intervention qui est de ces femmes usagers de drogue. Pouvez-vous m'en dire plus? Dans un deuxième volet, évidemment, j'ai parlé un petit peu de l'usage de drogue féminin. Il s'agit aussi pour nous, à PCS, de faire en sorte que le travail du sexe qui a beaucoup été impacté par la Covid-19 également, pour cette année 2021 et 2022, de mettre un peu plus en confiance ces personnes pour qu'elles reviennent à la prévention, pour qu'elles reviennent au traitement, pour qu'elles puissent reprendre leur santé. Quel est l'avenir des usagers de drogue en Algérie? Reproductif et sexuel. Et savoir que rien n'est impossible. Et malgré, au départ, tout le monde nous disait que c'est impossible de pouvoir régler le problème des usagers de drogue par voie intraveineuse, eh bien aujourd'hui, la prévalence elle est plus faible de VIH chez ces jeunes qui sont dans le circuit. Et on devrait pouvoir l'élargir à Annaba, parce qu'il y a aussi, et ça va se faire aussi au cours de 2022. Moi, à Oran, parce qu'à Oran, il n'y a pas vraiment il y a plus il n'y a pas d'héroïne, mais plus de cocaïne et autre chose, mais pas de l'intraveineuse. Et donc, vous voyez bien que ça veut dire on cible, ça veut dire on a un état des lieux complet, et ça veut dire que le travail, l'étude qui a été faite, aujourd'hui, elle a démontré l'estimation de la taille de ces populations, et donc de pouvoir anticiper sur leurs besoins, leurs demandes, et leur offrir
Rappelons à ceux qui nous écoutent que le outils VIH est qui sont transmissible par nécessaires. voie sexuelle et par voie intraveineuse pour les usagers de drogue, de seringues usagées. Le seul moyen de s'en prémunir reste de se protéger lors des rapports sexuels, donc toujours un préservatif, et d'échanger les seringues usagées lors d'une injection de drogue injectable. Merci professeur Tajeddine pour cette interview. Vous retrouverez l'actualité de la PCS sur le groupe Facebook et la page Facebook de la PCS Oran. Quant à Josour, c'est sur la page Facebook de Josour. À bientôt pour de nouvelles interviews.